Oh non! Ah, it's coming down! Move, move! Le 23 avril 2023, à 13h02 de l'après-midi, une caméra a capturé les derniers instants de Ryan Mitchell Crawford. La scène se déroule sur la face sud de l'Annapurna 1 à une altitude de 7400 mètres, soit plus de 7 km au-dessus du niveau de la mer. Il se trouvait dans une section tristement célèbre que les alpinistes appellent la Faucille, un couloir étroit de glace et de roches avec une inclinaison de 55 degrés. Ryan Mitchell Crawford, un avocat d'affaires américain de 35 ans originaire de Seattle, faisait partie d'une expédition d'élite. Il était expérimenté, méticuleux et parfaitement équipé. À ce moment précis, les conditions météorologiques étaient en pleine transition. La température était passée de 28 degrés au-dessous de zéro à 15 degrés au-dessous de zéro, une hausse rapide qui déstabilisait la neige. Pourtant, avec un ciel dégagé et un vent faible, un faux sentiment de sécurité régnait dans l'air glacial. Ce jour-là, Ryan Mitchell Crawford et son groupe, composé de 7 clients et 4 guides Sherpa, avaient un objectif clair. Ils étaient partis du camp le plus élevé, situé à 7000 mètres, à 1h du matin. Le plan était simple, atteindre le sommet de 8091 mètres avant 11h, puis redescendre avant l'heure limite de 14h, un délai non négociable pour éviter les dangers de l'après-midi. Tout semblait se dérouler comme prévu. La progression était lente mais régulière, le ciel était d'un bleu profond, et le vent, avec des rafales de seulement 15 km/h, était presque calme pour les standards de l'Himalaya. Avant de continuer et de découvrir comment cette journée a basculé, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Si ces histoires sur les limites humaines vous intéressent, laissez un j'aime et abonnez-vous. Maintenant, reprenons. Car malgré cette apparente perfection, une menace silencieuse grandissait avec chaque minute qui passait. Pour cette expédition, Ryan Mitchell Crawford avait tout investi. Il avait dépensé 63 000 $ de ses propres économies en équipement de pointe et en logistique. Il s'était entraîné sans relâche pendant 13 mois, repoussant ses limites physiques et mentales 6 jours par semaine. Il avait mis sa carrière très lucrative en pause et reporté des projets de vie importants, comme l'achat d'une maison avec sa femme. Il était entouré d'une équipe de guides parmi les plus expérimentés au monde. Rien n'avait été laissé au hasard. Des années de préparation, des milliers d'heures d'entraînement et un investissement financier considérable convergeaient vers cet unique objectif. Pourtant, toute cette discipline, toute cette préparation méticuleuse allait être anéantie par une seule décision. Une décision qui n'a duré que 11 minutes. Pour comprendre comment un homme aussi préparé a pu faire un tel choix, nous devons revenir en arrière. Nous devons comprendre qui était Ryan Mitchell Crawford. Ryan Mitchell Crawford était un homme dont la vie semblait être une étude de la discipline et du succès. Né à Denver dans le Colorado, il avait 35 ans et résidait dans un quartier aisé de Seattle dans l'État de Washington. De profession, il était un avocat d'affaires très performant, spécialisé dans les fusions et acquisitions complexes pour un cabinet de renommée internationale. Son travail exigeait une attention obsessionnelle aux détails, une qualité qu'il appliquait à tous les aspects de son existence. Avec un salaire annuel estimé à 350 000 $, il possédait les moyens financiers de poursuivre sa passion coûteuse pour l'alpinisme, sans dépendre de sponsors, finançant chaque expédition de sa propre poche. C'était un homme qui construisait sa vie comme il préparait une ascension, méticuleusement, en ne laissant rien au hasard, et avec une confiance tranquille dans sa capacité à scier les risques calculés. Son monde était défini par des contrats, des clauses et des résultats prévisibles, un univers bien loin du chaos indifférent des hautes altitudes. Derrière l'avocat prospère se trouvait un homme profondément attaché à sa famille. Marié depuis plusieurs années à Sarah, une architecte qu'il avait rencontrée à l'université, il était le pilier sur lequel elle s'était appuyée lors de sa plus grande épreuve. Quand Sarah fut diagnostiquée d'un cancer en 2020, Ryan réorganisa toute sa vie. Il réduisait ses heures de travail, l'accompagnait à chaque séance de chimiothérapie et transformait leur maison en un sanctuaire de calme et de soutien. Il lisait pour elle pendant des heures lorsque le traitement la laissait trop faible pour tenir un livre. Il n'avait pas encore d'enfant, un projet mis en attente d'abord par la maladie, puis par cette expédition qui devait symboliser leur victoire commune. Fils cadet d'une famille de 2 enfants, il avait toujours ressenti le besoin de se prouver quelque chose, une quête de dépassement qui le poussait aussi bien dans les salles de conseil que sur les parois glacées des montagnes les plus redoutables du monde. Sa relation avec la montagne n'avait pas commencé par une ambition démesurée, mais par une simple curiosité. À l'âge de 21 ans, alors qu'il était encore étudiant en droit, un ami l'avait convaincu de se joindre à une ascension guidée du mont Rainier, le volcan enneigé qui domine l'horizon de Seattle. Cette première expérience fut une révélation. Pour un esprit habitué à la logique et aux certitudes du monde juridique, la puissance brute et l'imprévisibilité de la nature offraient un contrepoint essentiel. Il y découvrait un silence et une immensité qui mettaient en perspective les stress de sa future carrière. Ce ne fut pas un coup de foudre, mais le début d'une progression lente et méthodique. Au cours des 9 années suivantes, il a consacré ses vacances et ses week-ends à apprendre, passant des randonnées difficiles aux escalades techniques, construisant patiemment ses compétences, une étape à la fois. L'expérience de Ryan Mitchell Crawford n'était pas celle d'un touriste en quête de sensations fortes, c'était un dossier solide, bâti avec la même rigueur que sa carrière juridique. Sa progression était un modèle de prudence. Il avait commencé par la Concagua en janvier 2018, la plus haute montagne d'Amérique du Sud, où il a appris à gérer les effets de l'altitude extrême sur son corps. Puis il y eut le Denali en Alaska en juin 2017, une épreuve de froid polaire qui lui a enseigné la survie dans des conditions impitoyables. Il a également gravi l'Elbrus en Russie, le plus haut sommet d'Europe.
Son ascension la plus significative fut celle du Cho-Oyu en septembre 2021, son premier sommet de plus de 8000 mètres. Cette réussite lui a donné une confiance considérable, peut-être même excessive, en sa capacité à opérer dans ce que les alpinistes appellent la zone de la mort. Il complétait ses expéditions par une formation continue, comme un stage intensif de 3 semaines dans les Alpes françaises pour perfectionner ses techniques de sauvetage en crevasse et d'escalade sur glace. La véritable motivation de Ryan pour affronter l'Annapurna, l'une des montagnes les plus dangereuses du monde, était profondément personnelle et enracinée dans l'amour. Pendant les mois les plus sombres du traitement de Sarah, alors qu'elle luttait contre la maladie, il lui fit une promesse. Il lui jura que lorsqu'elle serait en rémission, il gravirait le sommet le plus redoutable qu'il puisse trouver, non pas pour lui-même, mais comme un symbole de leur force commune et de leur capacité à surmonter l'insurmontable. L'ascension était devenue un pèlerinage, un acte de célébration de la vie. 6 mois avant son départ pour le Népal, Sarah fut déclarée complètement guérie. Le voyage n'était donc plus une simple expédition d'alpinisme, c'était l'accomplissement d'un vœu sacré, une façon de transformer la souffrance passée en un triomphe tangible. Cette charge émotionnelle était à la fois son plus grand moteur et, sans qu'il le sache, une source potentielle de jugement altéré. Dans son monde de préparation intense, Ryan Mitchell Crawford entretenait des rituels secrets, de petites ancres dans une mer d'incertitude. Avant chaque grande ascension, juste avant de quitter la tente pour l'assaut final, il mettait ses écouteurs et écoutait une seule chanson, Here Comes the Sun, des Beatles. C'était la même chanson qu'ils écoutaient ensemble à l'hôpital, un hymne à l'espoir qui avait accompagné la rémission de Sarah. Il avait aussi une autre superstition, un petit nœud d'escalade usé, offert par son père lorsqu'il était adolescent, qu'il attachait toujours à la fermeture éclair de son harnais. Mais son objet le plus précieux était gardé dans la poche intérieure de sa combinaison en duvet. Il s'agissait d'une photographie plastifiée de lui et de Sarah le jour de leur mariage, placée juste à côté d'un petit sachet en soie contenant des pétales de roses séchés de son bouquet de mariée. Il avait promis de les disperser au sommet, un geste final pour clore un chapitre douloureux de leur vie. Pour cette expédition sur l'Annapurna, la préparation de Ryan Mitchell Crawford avait atteint un niveau quasi professionnel. Pendant 13 mois, il avait suivi un programme d'entraînement exténuant, 6 jours par semaine, sous la supervision d'un coach d'élite. Ces journées étaient rythmées par des sessions en chambre d'hypoxie pour simuler les conditions de la haute altitude, des week-ends passés à escalader des parois de glace artificielles et des courses d'endurance en montagne pour forger un système cardiovasculaire à toute épreuve. L'investissement financier était aussi considérable, exactement 63 000 $ de ses propres économies en équipement de pointe, logistique et permis. Pour rendre ce voyage possible, il avait pris un congé sans solde de 3 mois, mettant en pause sa carrière lucrative, et ils avaient reporté le projet d'acheter une nouvelle maison. Sur le papier, il était l'alpiniste parfait, il avait fait tout ce qu'il fallait, mais la montagne ne lit pas les CV. Le 23 avril 2023, à 2h47 du matin, le monde de Ryan Mitchell Crawford se réduisait au faisceau de sa lampe frontale. À l'intérieur de la tente du camp 4, l'air était si froid que chaque expiration formait un nuage de cristaux de glace. La température extérieure était de 32 degrés Celsius au-dessous de zéro. Dehors, c'était l'obscurité absolue, un silence profond, seulement brisé par le léger sifflement d'un vent de 12 km/h. Ses doigts, engourdis malgré ses gants, vérifiaient méticuleusement son équipement pour la 3e fois, un rituel de précision contre le chaos imminent. Chaque mouvement demandait un effort conscient, une lutte contre la rigidité imposée par le froid. À 1 heure précise, lui et les 10 autres membres de son groupe, 7 clients et 4 guides, ont commencé leur lente procession vers le haut, une file de lumière solitaire rampant sur le flanc d'un géant endormi. L'ascension finale avait commencé. Le plan tactique était d'une clarté redoutable, élaboré avec une précision militaire. L'objectif était d'atteindre le sommet de 8091 mètres avant 11 heures du matin, mais la règle la plus cruciale concernait le retour. Une heure limite, fixée à 14 heures de l'après-midi, était non négociable. Dépasser ce délai signifiait s'exposer au danger objectif de l'après-midi, lorsque le soleil réchauffe la face de la montagne et déclenche des avalanches avec une régularité mortelle. Les premières heures de l'ascension se déroulèrent sans accroc. Le rythme était lent mais constant, le son des crampons mordant la glace et des respirations profondes et régulières créant une cadence hypnotique. Ryan Mitchell Crawford se sentait fort, sa préparation physique intense portant ses fruits. Le ciel d'un bleu profond et l'absence de vent violent donnaient une fausse impression de bienveillance. Tout se déroulait exactement comme prévu, une perfection presque inquiétante dans un environnement qui ne pardonne aucune erreur. Alors que le soleil commençait à s'élever au-dessus de l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et violette, les conditions commencèrent à changer de manière subtile. La température, bien que toujours glaciale, grimpait rapidement sous l'effet du rayonnement solaire direct, une transformation invisible mais dangereuse. C'est à ce moment que les premiers signes d'un léger désalignement apparurent. Ryan Mitchell Crawford, se sentant en pleine forme, accéléra légèrement son allure, créant un petit espace entre lui et son guide Sherpa attitré. Il commençait également à faire de brèves pauses, non pas pour se reposer, mais pour sortir un petit appareil photo de sa poche et capturer la majesté du paysage. Chaque arrêt ne durait que quelques secondes, mais ces interruptions brisaient le rythme continu et essentiel au maintien de la sécurité dans les zones exposées. C'était une déviation mineure, presque imperceptible, mais sur l'Annapurna, les plus petites déviations peuvent avoir des conséquences disproportionnées. Pourtant, au-delà de ces pauses photographiques, il y avait autre chose.
quelque chose que Ryan Mitchell Crawford avait délibérément caché à l'équipe et à son guide. C'était un objet qu'il avait dissimulé au fond de son sac, un élément qui violait directement la règle la plus importante de l'expédition. Il ne s'agissait pas d'équipement défectueux ou d'un problème physique, mais d'un choix conscient fait des semaines auparavant, motivé par la promesse faite à sa femme. Cette promesse, qui était sa plus grande source de force, était également devenue une source potentielle de jugement altéré, une lentille émotionnelle qui déformait sa perception du risque. Il portait avec lui non seulement le poids de son équipement, mais aussi le poids d'un secret qui, dans cet environnement impitoyable, pouvait faire la différence entre la vie et la mort. L'objet lui-même était inoffensible, mais son utilisation potentielle à cette altitude était une invitation à la tragédie. Le chef de l'expédition était un vétéran de l'Himalaya, un homme qui avait vu de près comment de petites erreurs de jugement pouvaient effacer des années d'expérience. Il avait une règle absolue, une directive martelée à chaque client lors des briefings au camp de base. Au-dessus de 7300 mètres, toute forme de distraction était interdite. Pas de musique, pas d'appels satellites non essentiels, pas de projet personnel qui détournerait l'attention, même pour une minute. Cette règle n'était pas arbitraire, elle était écrite avec le sang de ceux qui l'avaient précédée. L'histoire de la montagne était remplie de récits de grimpeurs expérimentés qui avaient péri à cause d'une perte de concentration momentanée, d'un instant d'inattention qui les avait placés sur la trajectoire d'une avalanche, ou leur avait fait manquer un signe d'alerte crucial. La montagne exige une concentration totale. Elle ne se soucie pas des intentions, seulement des actions. Alors qu'ils approchaient de la mi-journée, les avertissements commencèrent à se manifester. Le premier fut subtil. Passant d'Orgy, son guide, remarquait la consistance de la neige et lui dit d'une voix calme mais ferme « La neige se réchauffe vite, Ryan. La vitesse est notre sécurité aujourd'hui. Ne nous arrêtons pas. » Ryan hocha la tête, mais son esprit semblait déjà ailleurs. Le deuxième avertissement fut plus direct. Vers 11h30, la radio crépita avec la voix du chef d'expédition depuis le camp de base. « Attention à tous, le soleil tape plus fort que prévu. La phase va devenir instable. Je répète, l'heure de retour limite est 14h, sans exception. » Enfin, la montagne elle-même commença à parler. De petites coulées de neige, que les grimpeurs appellent des purges, se mirent à dévaler le couloir avec une fréquence croissante. C'étaient des murmures, les premiers signes de l'instabilité grandissante de l'immense masse de neige située au-dessus d'eux. Le groupe atteignit la base de la section la plus redoutée, la Faucille, bien après l'heure prévue. Il était presque midi, et Ryan Mitchell Crawford accusait maintenant un retard de 45 minutes sur son planning personnel. L'altitude commençait à peser lourdement. Sa respiration était devenue rapide et superficielle, dépassant les 20 cycles par minute, un signe clair que son corps luttait pour extraire l'oxygène de l'air raréfié. Malgré la fatigue physique qui s'installait, le sommet semblait à portée de main, une vision enivrante qui pouvait facilement engendrer un dangereux excès de confiance. Il était sur le point d'entrer dans le passage le plus mortel de la montagne, portant un secret interdit et avec un déficit critique de temps. Dans cet endroit, et à cette heure précise, la marge d'erreur, qui était déjà infime, était maintenant devenue complètement inexistante. Chaque seconde comptait. La Faucille, sur la face sud de l'Annapurna, n'est pas simplement un passage difficile, c'est l'un des endroits les plus tristement célèbres de tout l'Himalaya. Il s'agit d'un couloir de neige et de glace d'environ 300 mètres de long, avec une largeur d'une 50aine de mètres seulement. Pour mettre cela en perspective, c'est comme traverser un terrain de football à la verticale. La pente y est implacable, oscillant entre 50 et 60 degrés, une inclinaison plus raide que le toit le plus pentu que vous ayez jamais vu. Le terrain est un mélange perfide de glace bleue et cassante, de neige poudreuse instable et de sections de roches nues. En dessous de ce couloir, la face plonge de manière presque verticale sur plus de 1500 mètres. Mais le vrai danger ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut, où une menace silencieuse et massive attend son heure. Suspendu directement au-dessus de ce couloir se trouve un gigantesque glacier, d'où se détachent plusieurs blocs de glace instables que les grimpeurs appellent des séracs. L'un d'eux particulièrement est une masse colossale de glace et de neige compactée, dont le poids est estimé à environ 800 tonnes. C'est l'équivalent de plus de 100 éléphants adultes ou de 4 maisons familiales suspendues au-dessus de la route. La physique du danger est d'une simplicité terrifiante. L'orientation sud de la face l'expose au soleil direct pendant les heures centrales de la journée. Ce rayonnement solaire réchauffe la glace, provoquant des fusions internes à la base des séracs et affaiblissant la cohésion entre les couches de neige. Le glacier ne repose plus sur une base solide, mais sur une structure qui se dégrade minute après minute, créant les conditions parfaites pour un effondrement soudain et catastrophique. L'histoire de cet endroit est marquée par la tragédie. La Faucille est tristement célèbre, car c'est dans cette même zone que, le 25 décembre 1997, une avalanche a coûté la vie à deux des alpinistes les plus respectés de leur génération, Anatoly Boukriev et Dimitri Sobelev. Leur expérience était immense, leur réputation légendaire, mais face à la puissance de la montagne, cela n'a eu aucune importance. Ce drame a servi de rappel brutal que certains dangers sont objectifs, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants des compétences ou de la préparation de l'alpiniste. La montagne ne se soucie pas de votre curriculum vitae. Elle obéit uniquement aux lois de la physique, et dans ce couloir, la loi la plus importante est celle de la gravité, déclenchée par la chaleur du soleil. Pour cette raison, il existe une règle non écrite, une loi de survie absolue que tout alpiniste expérimenté connaît et respecte. Dans la Faucille, on ne s'arrête pas, on ne fait pas de pause, on ne prend pas de photos. On traverse le plus vite possible en minimisant chaque seconde d'exposition. Le temps de traversée moyen pour un grimpeur en forme est de 18 à 25 minutes, un sprint angoissant à une altitude où chaque pas est un effort. Cette règle n'existe pas par tradition, mais par pure logique statistique. Chaque minute passée dans ce couloir augmente de façon exponentielle la probabilité de se trouver exactement au mauvais endroit au mauvais moment.
C'est un jeu de roulette russe avec la montagne, et la seule façon de gagner est de jouer le moins longtemps possible. Il était 12h51 de l'après-midi. À exactement 7400 mètres d'altitude, au cœur de la faucille, Ryan Mitchell Crawford s'est arrêté. La corde fixe, sa ligne de vie, vibrait légèrement sous le poids des grimpeurs au-dessus de lui. Autour de lui, le monde était un contraste brutal de blanc aveuglant et de bleu profond. Il sentait la fatigue s'infiltrer dans ses muscles, une lourdeur qui n'était pas due à l'altitude, mais aussi à la tension de la journée. C'est là qu'il a pris sa décision. D'un geste délibéré, il a détaché le mousqueton de son harnais, se déconnectant du système de sécurité. Les autres membres de l'expédition continuaient leur lente ascension. De petites silhouettes se déplaçaient avec une régularité de métronome. Lui, il était immobile, un point fixe dans un paysage où l'immobilité était synonyme de danger. Avec une prudence qui masquait l'imprudence de son acte, Ryan Mitchell Crawford s'est déplacé de 3 mètres sur le côté, s'éloignant de la route tracée. Il a trouvé un petit ressort rocheux, une plateforme à peine plus large qu'une chaise, qui semblait offrir un abri précaire. 50 mètres plus haut, son guide, Pasang Dorji, s'est retourné et a vu la manœuvre. Il a crié, sa voix étouffée par le vent et la distance. « Ryan, non, ne t'arrête pas là, c'est une zone d'avalanche, continue d'avancer !» Mais à cette altitude, où l'air est si fin que les sons peinent à voyager, les mots se sont perdus. Ryan a simplement vu le geste de son guide. Croyant qu'il s'agissait d'un encouragement, il a levé le pouce pour signifier que tout allait bien, qu'il les rejoindrait bientôt. C'était un dialogue de sourds, une conversation tragique où chaque partie interprétait les signes à travers le prisme de ses propres priorités. Une fois assis, à l'écart du groupe, il a commencé la séquence d'actions qui scellerait son destin. Ses mains gantées se sont mises à bouger avec une lenteur calculée. Il a défait la sangle de son poignet droit, puis celle du gauche. Il a tiré sur chaque doigt pour libérer ses mains de la protection de ses moufles. Et soudain, sa peau nue a été exposée à l'air glacial, à une température de 15 degrés Celsius au-dessous de zéro. Un frisson immédiat a parcouru ses bras, mais il l'a ignoré. De la poche intérieure de sa combinaison, il a sorti une petite caméra. Il a appuyé sur le bouton d'alimentation. Une petite lumière rouge s'est mise à clignoter. Il a commencé à filmer, voulant capturer la majesté écrasante du paysage pour la montrer à Sarah, pour partager ce moment qui symbolisait leur victoire. 10 secondes. Il a cadré la vue, balayant l'horizon dentelé des sommets himalayens. 20 secondes. Il a zoomé sur les détails de la glace bleue qui brillait comme du verre sous le soleil intense. 30 secondes. Il a tourné la caméra vers lui, son visage marqué par l'effort, mais illuminé par un sourire de triomphe imminent. 1 minute entière s'était écoulée. Il parlait à la caméra, sa voix haletante à cause du manque d'oxygène, racontant sa promesse, expliquant le sens de ce sommet pour eux deux. 2 minutes. Le froid commençait à mordre ses doigts, une douleur sourde et pénétrante. Il essayait de les bouger, mais il devenait raide, maladroit. La beauté qu'il enregistrait était en train de lui voler sa capacité à survivre. Chaque seconde passée à créer un souvenir était une seconde qui le rapprochait de la fin. 3 minutes et 12 secondes. C'est le temps total qu'il a passé à enregistrer. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Ses doigts avaient viré au blanc cireux, les premiers signes de gelure sévère. Sa respiration, autrefois rythmée, était devenue erratique, un signe que l'hypoxie commençait à affecter non seulement son corps, mais également son jugement. Il a finalement semblé prendre conscience du danger. Il a éteint la caméra et l'a remis maladroitement dans sa poche. Il s'est tourné vers la corde fixe, sa seule voie de salut. Il a tendu la main pour saisir la corde, pour se reconnecter à la sécurité. Mais ses doigts ne répondaient plus. 3 minutes d'exposition les avaient transformés en appendices inutiles, incapables de se fermer, incapables de s'agripper à la vie. Puis, à 13h02 de l'après-midi, la montagne a parlé. Ce ne fut pas un cri, mais un craquement profond et guttural venu d'en haut, un son qui a vibré à travers la roche et la glace jusqu'à ses os. Le bruit d'une fracture colossale, comme si la structure même du monde se brisait. Il a levé les yeux. Il a vu le sérac, cette masse de 800 tonnes de glace, se détacher du glacier suspendu 200 mètres de-ci de lui. Il n'y a eu aucun avertissement supplémentaire, juste ce son, et puis le silence, immédiatement remplacé par un fracas assourdissant. La masse blanche a commencé à dévaler le couloir, gagnant en vitesse à chaque instant, un mur de destruction pure se dirigeant droit sur lui. Et alors, exactement comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, le monde est devenu blanc. La caméra sur son casque a capturé les 5 dernières secondes et demie de sa vie, le temps qu'il a fallu à l'avalanche pour parcourir la distance qui les séparait, à une vitesse estimée à 130 km/h. L'image a montré son visage se tournant vers le haut, ses yeux s'écarquillant de surprise et de réalisation. Puis l'objectif a été submergé par un torrent de neige et de glace. L'impact a été absolu, une force cinétique incalculable qui l'a projeté de son ressort rocheux comme une poupée de Richefond. Il n'a eu ni cri ni lutte, juste une disparition instantanée dans la fureur de la montagne. La chute a duré environ 12 secondes. Son corps a été emporté sur une distance de 400 mètres le long de la pente, heurtant de multiples formations de glace et de roches. La mort a été instantanée, causée par un traumatisme massif incompatible avec la vie. La mécanique de l'accident était une simplicité brutale. Il s'était placé volontairement au mauvais endroit, au pire moment possible. Il avait transformé une règle de survie fondamentale en une simple suggestion, et la montagne, qui ne négocie jamais, avait appliqué la sanction. Son erreur n'était pas un manque de compétence ou de préparation, mais un échec de jugement au moment le plus critique. Le silence est retombé sur la faucille, aussi soudainement que le chaos avait éclaté. La caméra, miraculeusement intacte, a continué d'enregistrer pendant 8 secondes supplémentaires, capturant seulement le son étouffé de la neige qui se tasse, avant que la batterie ne s'éteigne. 50 mètres plus haut, Pasang Dorji a saisi sa radio, sa voix brisée par l'incrédulité et l'horreur. Avalanche dans la faucille. Ryan a été touché. Je répète, Ryan a été touché. L'expédition était terminée. La promesse était rompue.
Plus tard, lorsque son corps a été retrouvé, les sauveteurs ont découvert dans sa poche intérieure le petit sachet en soie. Il était parfaitement intact, contenant les pétales de rose séchés qu'il n'atteindrait jamais le sommet pour disperser. La réaction fut immédiate. Quelques secondes à peine après l'impact, Pasang Dorji, témoin de la scène depuis sa position plus élevée, a lancé un appel radio désespéré au camp de base. Sa voix, brisée, a traversé les ondes. Avalanche dans la faucille. Ryan a été touché. Je répète, Ryan a été touché. Cependant, dans cet environnement, l'aide n'existait pas. Toute tentative de sauvetage immédiat a été écartée, jugée suicidaire par le chef d'expédition. Le risque d'avalanche secondaire était si élevé que descendre dans le couloir aurait condamné d'autres vies. L'expédition fut officiellement annulée, et le reste de l'équipe entama une descente prudente et silencieuse. La dure réalité de la haute altitude s'imposait. Au-dessus de 7000 mètres, il n'y a pas de service d'urgence. On ne peut pas simplement appeler à l'aide. Chaque alpiniste est à la merci de la montagne. Et ce jour-là, la montagne avait rendu son verdict. Il a fallu attendre près de 48 heures pour que les conditions dangereuses se stabilisent suffisamment pour permettre le début d'une opération de recherche. Une équipe de sauvetage népalaise spécialisée a été dépêchée. Un hélicoptère a survolé la zone, ses occupants scrutant le vaste champ de débris laissé par l'avalanche, à la recherche du moindre signe. Finalement, à une altitude d'environ 7000 mètres, ils ont repéré une anomalie, une couleur qui ne correspondait pas à la neige et à la roche. L'équipe a réussi à atteindre le site et a trouvé le corps de Ryan Mitchell Crawford, partiellement enseveli. Son casque était détruit, un témoignage silencieux de la force inimaginable de l'impact. Mais attaché à ce qui restait du casque, miraculeusement intact, se trouvait sa petite caméra. Elle avait tout enregistré, et elle contenait les dernières images d'un homme qui avait tout planifié, sauf l'imprévu. La récupération du corps de Ryan Mitchell Crawford fut une procédure extrêmement technique et risquée. Un hélicoptère a dû utiliser une technique de câble long pour extraire son corps de la paroi de la montagne, une manœuvre qui exigeait une précision et un courage immense de la part du pilote et des sauveteurs. Son corps a ensuite été transporté au camp de base avant d'être rapatrié aux États-Unis. La caméra contenait l'enregistrement complet de ses 11 dernières minutes, suivi de 8 secondes d'un mur blanc de neige et de glace déferlant sur lui. Après avoir visionné les images, sa famille a autorisé la publication d'une déclaration confirmant les faits, faisant de Ryan la 68e victime mortelle enregistrée sur l'Annapurna. Dans la poche intérieure de sa combinaison, les sauveteurs ont retrouvé le petit sac en soie, parfaitement intact. À l'intérieur, les pétales de rose séchés attendaient un sommet qu'ils n'atteindraient jamais. La tragédie de Ryan Mitchell Crawford ne réside pas simplement dans le fait que la montagne est dangereuse. Elle réside dans la séquence précise d'événements qui a transformé un risque statistique en une certitude fatale. D'abord, il y avait la décision de donner priorité à une promesse émotionnelle au protocole de sécurité, un choix qui a altéré sa perception du danger. Ensuite, il y a eu l'acte physique de se déconnecter de la corde fixe et de s'isoler du groupe, s'exposant volontairement dans la ligne de mire d'un danger objectif. Enfin, il y a eu l'incapacité à reconnaître les avertissements, qu'ils viennent de la voix expérimentée de son guide ou des murmures de la montagne elle-même. Chacune de ces décisions, prises isolément, pouvait sembler mineure, une déviation de quelques minutes, un ajustement de quelques mètres. Mais ensemble, elles ont formé une chaîne inéluctable, où chaque maillon leur reprochait un peu plus d'un point de non-retour. En fin de compte, l'histoire de Ryan Mitchell Crawford nous parle d'une expérience profondément humaine. Elle parle de cette voix intérieure qui nous persuade que les règles s'appliquent aux autres, mais qu'une exception est justifiée pour nous. C'est la confiance que notre préparation nous rend invulnérables, et la tendance à ignorer les signes d'alerte lorsque nous avons déjà tant investi dans un objectif. Mais dans les arènes les plus impitoyables de la nature, il n'y a pas de place pour la négociation ou les seconds essais. La montagne n'écoute pas les intentions, elle ne répond qu'aux actions. Ryan Mitchell Crawford, né en 1988 et décédé en 2023, nous laisse un héritage puissant. Son histoire est un rappel solennel que dans les endroits où la marge d'erreur est inexistante, le jugement est la pièce d'équipement la plus critique de toutes. Son histoire ne sera pas oubliée.